Assalamu alaikum. Bienvenue à tous dans ce dernier épisode de la saison 1 de Mes Bricolos, épisode numéro 50. J'ai commencé à enregistrer l'épisode de Mes Bricolos en janvier 2021, de façon totalement spontanée, à raison de 2 épisodes par semaine. L'objectif, l'idée en tout cas, ce qui a motivé la réalisation de ces vidéos, c'était le besoin, l'envie, la nécessité d'échanger avec vous mon regard, mon analyse, mon point de vue, mon expertise, ma sensibilité des dernières actualités du monde du design, de la création et plus largement de l'innovation, étant moi-même designer créateur marocain installé à Marrakech depuis plus de 15 ans maintenant. Et il y a un épisode que vous avez particulièrement consulté, c'est l'épisode 35 de Mes Bricolos. C'est un épisode où je rends hommage à mon oncle Khalid Jemri qui malheureusement nous a quittés le 1er juin 2021. Cet épisode s'intitule Khalid Jemri, le merlem de ma pensée créative. Dans cet épisode, je parle de Khalid Jemri, j'explique qui est Khalid Jemri, c'est pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que je mettrai en lien dans la description. Mais je parle aussi des échanges et des discussions que j'ai pu avoir avec lui et à quel point ces échanges ont littéralement, mais je vous assure, façonné ma personnalité créative. Et il faut savoir une chose, c'est que chaque fois qu'on discutait tous les deux, c'était sous le soleil de Marrakech, autour d'un bret d'été, avec un verre de thé à la main, et d'une idée à une autre, d'un thème à un autre, on se laissait aller dans la discussion et l'échange. Et c'était souvent ces moments-là qui étaient formidables. Donc, il était difficile de l'enregistrer. Mais je me rappelle un jour, comme j'avais vraiment envie de l'enregistrer parce que je regrettais toujours de ne pas l'avoir fait, j'avais installé un matériel, un matériel d'enregistrement, et j'avais essayé de recréer le plus possible l'intimité et cet environnement dans lequel on était quand on discutait. Et même si au début il était un peu sceptique, j'ai réussi à l'asseoir et à enregistrer la conversation. Alors évidemment, à l'époque, je ne disposais pas du matériel que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé avec ma sœur l'achat de ce matériel, c'est qu'on se disait que c'était tellement bête de ne pas avoir enregistré ces conversations. Et donc finalement, on s'est dit, il faut pouvoir avoir un matériel qui nous permet à tout moment d'appuyer sur REC et d'enregistrer toutes les discussions qu'on aura. Donc c'est vrai que l'enregistrement à l'époque n'est pas de très bonne qualité. J'ai passé du temps à nettoyer le fichier pour qu'il vous soit le plus confortable. Mais par contre, c'est vraiment un document exclusif d'1h15 où on aborde des thèmes très intéressants et vous allez voir, ce n'est pas une interview, c'est vraiment une discussion. On échange, on parle. Et peut-être que c'est la première fois que vous entendrez Khalid parler de cette façon-là. Donc je vais vous laisser découvrir cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager, à échanger. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu, puisque à chaque fois qu'il prenait la parole, ce n'était jamais pour imposer un point de vue, c'était pour ouvrir une discussion et un débat. Donc j'espère que cette discussion va aussi ouvrir un échange. En tout cas, c'est mon souhait et c'est certainement son souhait. Donc je vous laisse découvrir cet enregistrement. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne aussi. Et je vous souhaite une bonne écoute. Pslama à tous. Et on se retrouve pour la saison 2 de Mes Bricolos, certainement en septembre-octobre. Pslama à tous. Au revoir. Bonjour, c'est Khalid Jemri. On va parler de la créativité au Maroc. Et aussi, plus largement, c'est vrai que l'angle de la créativité au Maroc est importante parce que, étant marocain, j'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue sur cette créativité, la notion de créativité, la notion d'innovation au Maroc. Mais je veux aussi avoir une vision aussi plus large, c'est-à-dire la notion de la créativité et de l'innovation dans le monde arabe, dans la région MENA, et la perception peut-être de cette créativité à l'international. Et ce dialogue qu'il peut y avoir justement entre peut-être l'Occident et l'Orient dans cette dynamique de créativité et d'innovation avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Donc commençons par le Maroc, la créativité et l'innovation au Maroc. Alors, qu'elle soit actuelle ou passée, comment définis-tu la créativité au Maroc? Le concept est tellement large.
Et il a évolué tellement à travers toutes les périodes de l'histoire. Mais je voudrais qu'au départ, rendre hommage à quelqu'un, cela va paraître beaucoup, très étrange. Un nombre de tes auditeurs, je voudrais rendre hommage à Hassan II. J'avais à l'époque, je vais dire, donc, il y a une vingtaine d'années, fait une étude, petite étude, avec des mots-clés, comme on fait actuellement pour les renseignements, etc. J'avais pris des discours de Hassan II, des discours de Mohamed Bouska, qui était chef du parti d'Istiklal, et des discours de Abdelrahim Bouhabid, qui était chef du parti de l'USCP, c'est-à-dire la gauche. Et j'ai essayé de trouver les références à des mots de science et à la conception de l'histoire. Qu'est-ce que je dis? Que le seul qui utilisait des concepts scientifiques à Hassan II. À l'époque, il parlait d'énergie renouvelable. À l'époque, je dis il y a une vingtaine d'années, il parlait des fibres optiques. À l'époque, il parlait de toutes les innovations de la biologie. Tous ces éléments-là, il les utilisait, il en parlait, etc. Je me rappelle un jour, il y a eu une sécheresse incroyable au Maroc, à tel point que on n'a pas égorgé le mouton dans cette année. Et Hassan II est venu à la télévision expliquer le cycle de la sécheresse, en disant que voilà ce que c'est lorsqu'on découpe un arbre et qu'on essaie de lire tous les siècles, etc., on peut voir à peu près le cycle de la sécheresse. Alors que dans les discours des autres partis politiques, il n'y avait pas un seul mot et une seule référence à la science. Aucune référence à la science. La deuxième chose, c'est que Hassan II se projetait toujours dans l'avenir. Le Maroc dans 20 ans, le Maroc dans 30 ans, le Maroc dans 40 ans. Bouska et Abdelrahim Bouhabid, eux, il y a la bataille de Oued el-Makhazin, nous avons réalisé en 1944, nous avons fait, ils étaient toujours dans l'histoire. Alors que Hassan II se plongeait dans l'avenir. Et je pense que ceci est une chose très importante, c'est-à-dire... Tu me parlais aussi du fait que Hassan II a initié la grande mosquée de Casablanca, enfin initié. Oui, il est fondateur. Au niveau, si tu veux, au niveau culturel. Il a fait deux choses qui, à mon avis, sont très importantes. D'abord, la construction de la mosquée de Hassan II. Je m'en fous, c'est vrai que les conditions dans lesquelles, etc., et le financement prêtent à critique. Nul ne peut contester cela. Mais le fait est que cette mosquée existait. Pour moi, c'est une mosquée qui est une encyclopédie des arts traditionnels. C'est vraiment une encyclopédie, et pas seulement une encyclopédie, une innovation, une créativité qui a permis aux arts traditionnels de ce pays de sortir de l'immobilisme où ils étaient. On avait des artisans, ils savaient faire le zili, ils savaient faire le plâtre, ils savaient sculpter le bois, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais les motifs étaient toujours les mêmes, les dessins étaient toujours les mêmes. C'était un éternel recommencement, si tu veux. Alors qu'avec la mosquée Hassan II, on a dépassé ce stade. Et pourquoi? Parce que Hassan II a fait appel à des noms marocains. Je pense que la créativité et l'innovation ne peuvent passer qu'à travers des gens qui sont détachés. Non, je ne dis pas, c'est pas une manière. Moi, je te parle d'un cas précis. Hein. D'accord. Je parlerai des nationaux. Mais par exemple, en amenant son décorateur, comment il s'appelle? Paccard. Et qui a écrit d'ailleurs simultanément à la conception et à la création et à la réalisation de la mosquée. C'est vraiment un livre extraordinaire quand même. Et là, on voit, par exemple, entre autres, moi je ne suis pas un spécialiste, entre autres, c'est le fait que tous les motifs, si tu veux, au niveau de l'art traditionnel, étaient géométriques. On n'avait pas de courbe. Il y a le carré, il y a le rectangle, il y a le losange, mais jamais on avait le cercle ni le courbe. Et on n'avait jamais de dégradé dans la couleur. Alors qu'avec... très peu de couleurs.
Il y a peu de couleurs. Le floral existait bien avant la grande mosquée de oui, Casablanca. Oui, bien sûr. Un motif floral. Mais le problème n'est pas d'avoir le motif, de faire évoluer le motif floral. Et donc, cette expérience de Hassan au niveau des arts traditionnels, en plus, il a fait appel à tous les grands artisans de l'époque. Et en même temps, ces gens-là ont pris des apprentis. Donc, il y a une transmission de savoir, mais un savoir qui a évolué, si tu veux. Et je pense que maintenant, lorsqu'on voit les objets artisanaux, on sort de plus en plus des schémas traditionnels. Il y a eu aussi, alors, après, moi, la grande question, c'est, quand je pense à la grande mosquée de Casablanca, c'est que la question que je te pose, finalement, c'est est-ce que c'est vraiment la projection de l'ego d'un homme, ou est-ce qu'il avait vraiment une vision altruiste, malgré les conditions dans lesquelles s'est passé le financement de cette mosquée, bien évidemment, mais malgré ça, est-ce qu'il avait vraiment une vision altruiste de valorisation en se disant il faut absolument un monument qui regroupe tout cet artisanat pour le faire évoluer, pour lui donner un nouveau souffle, pour le projeter à l'international, etc. Ou est-ce que c'est vraiment l'ego d'un homme surdimensionné qui a construit une mosquée devant l'océan Atlantique, dans laquelle il y a eu des problèmes d'assainissement phénoménaux et qu'ils ont dû, des millions, voire des milliards de dirhams ont été dépensés pour corriger l'érosion naturelle de l'océan. Il y a comment dire, et ça répond exactement à la vision de Hassan II. Traditionnalité et modernité. D'accord. Ça répond exactement à ça. Et la mosquée, c'est traditionnel, on reste enraciné dans le rite malikite, dans la religion musulmane, etc. Mais il y a une vraie modernité dans cette mosquée. Une vraie modernité. Ah, c'est extraordinaire. Il y a une architecture absolument formidable. Voilà, une architecture, par exemple, c'est extraordinaire, la pelle au musée et en même temps le laser. Oui, le laser, effectivement. Qui donne la direction de la mosquée pour et aussi, c'est parti de la Mecque. C'est parti d'une phrase du Coran, la mosquée de Hassan, de ce que les gens oublient. Il y a dans le Coran une phrase وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ et son trône était sur la mer, était sur l'eau. C'est vraiment ça. D'accord. Donc il y a l'ego. Il a envie de laisser quelque chose parce que Hassan II était fasciné et en même temps allergique aux Almohades. Parce que les Almohades étaient les grands constructeurs. Et si tu remarques, c'est le mausolée, il est venu pour remettre en question l'architecture almohade. D'accord. C'est le XIIIe siècle. Et donc, il est constructeur. C'est la Giralda, c'est la Touhassan, c'est la Koutoubia. D'accord. Tu vois le parallèle. Et il n'y avait plus rien eu depuis cette période? Non, il n'y a pas rien. Le monument aussi. Si, les Saadiens, ils ont innové au niveau des médassas. D'accord. Qui étaient de véritables bijoux artistiques. Mais ça restait dans... On refait la même chose. Hein. Et donc, voilà. L'autre chose aussi importante pour Hassan II, c'est il a créé la bibliothèque royale. Et ça, c'est très important. La bibliothèque royale, maintenant, elle est l'une des plus grandes bibliothèques, très importantes. Et surtout qu'il avait une manie, entre guillemets, chaque fois qu'il apprenait qu'un grand alim ou un grand intellectuel mourait, il laissait une bibliothèque, il achetait sa bibliothèque, avec ses documents, etc., et l'intégrait à la bibliothèque générale, à la bibliothèque royale. Et maintenant, la bibliothèque royale, elle est fabuleuse, elle est beaucoup plus importante que la bibliothèque générale, au niveau de l'histoire du Maroc. Donc, ce sont des aspects. Ceci, ça ne veut pas dire qu'il était un saint. Oui, parce qu'on discutait, tu me parlais de l'oppression qu'il a pu exercer sur des personnes comme toi et comme d'autres artistes à l'époque. C'était un système répressif aussi de la créativité. Oui, et il était répressif. D'ailleurs, la grande, si tu veux, l'une des manifestations, c'est que l'une de ses premières décisions, c'était
c'était la suppression, la dissolution de l'Institut de sociologie. Hein, il a foutu tout le monde dehors. D'accord. Pascon, je ne sais pas si tu as entendu parler, le grand Pascon, c'est un Français sociologue qui a fait des études extraordinaires sur les sceaux, sur les choses. Il y avait aussi Laraoui, le grand historien. Il y avait Khatibi. Alors lui, il a considéré Hassan II que les sciences sociales étaient les sciences les plus subversives. Et il a fait aussi supprimer l'étude de la philosophie. Parce qu'il considérait que c'était des sciences qui étaient subversives et qui allaient amener une contestation politique très forte. Donc en fait, il ne brimait la créativité que quand elle était source de contestation politique. Ah oui, exactement. C'est-à-dire la musique, à la limite, il interdisait des musiciens comme Nasser El-Haïwan qui des fois... il n'a jamais interdit. Il n'a jamais interdit, mais on veut dire il n'a jamais interdit Nasser El-Haïwan. C'est un mythe. Nasser El-Haïwan n'a jamais été un groupe dissident. Jamais. Mais ils exprimaient quand même Ils n'exprimaient rien du tout. D'accord. Nasser El-Haïwan, ce qui s'est passé, ce qui a fait la valeur de Nasser El-Haïwan, moi j'ai travaillé sur ça parce que je connais un par un. Ouais. Et donc j'ai vécu cette... Parce que c'est un mythe, Nasser El-Haïwan. C'est un mythe. Aujourd'hui, c'est... On en a fait un mythe. Mais qu'est-ce qu'ils ont... Ça nourrit aussi beaucoup de fantasmes. Ils ont un discours. Lorsque tu analyses les poèmes, les chants, ce sont des poèmes, des textes intemporels. D'accord. C'est-à-dire, tu peux les chanter n'importe où et n'importe quand. Et ça dépend du récepteur. C'est le récepteur qui va les charger sémantiquement. Par exemple, lorsque tu prends un texte comme Hattoni Fimken, etc., tu peux l'interpréter comme tu veux. Un coup après coup qui va arrêter ce massacre. Alors, va savoir de quoi il s'agit. De quoi il parle, exactement. Donc, ce sont Nasser El-Haïwan. Non, ce n'est pas Nasser El-Haïwan qui ont fait de leur chanson une dissidence. Ce sont les Marocains qui étaient dans une situation de répression, qui subissaient une répression, et donc, dans chaque mot, ils y voyaient une dénonciation du système. Mais Batma, Boujmir, toute cette équipe-là n'avait rien à voir de politique. D'accord. Ils ont voté éperdument. Hein. Ils avaient pris un patrimoine. Par exemple, l'une des chansons les plus connues de Nasser El-Haïwan, qui s'appelle Signia, elle n'est pas de la création. C'est une chanson qui a été chantée par un aveugle ici à Marrakech. Lorsqu'ils l'ont prise, ils ont essayé d'en faire une chanson politique et ils ont introduit 2 ou 3 vers concernant la mort de Mehdi Boubacar. Et après, ils ont retiré ça. En plus, nous avions à l'époque voulu faire une chanson engagée politiquement. Hein? Et donc, on avait envoyé Boujmir, Batma et Omar Sy à Paris, chez un gars qui s'appelle un militant algérien, mais palestinien, Boudia. Il y avait un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'Ouest parisien. Et ce Boudia était l'un des responsables du fameux septembre noir palestinien. D'ailleurs, il a fini à pas être assassiné. Et donc, on a voulu que là-bas, il forme et il crée une chanson politique. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé. Le résultat, c'est que Boudia nous a renvoyé les gars en disant écoutez, essayez de trouver autre chose, parce que c'est pas avec ça que vous ferez de la chanson politique. Ouais, d'accord. Ok. Mais si on revient aussi à cette période, qui est une période que tu connais bien, puisque c'était une des périodes dans lesquelles tu as été. Tu as toujours été présent politiquement, même dans ta vision moderne et avec des idées très créatives sur justement le positionnement politique du Maroc. C'est pour ça que tu as rencontré énormément d'artistes de cette période, tu en connais même aujourd'hui, et chaque artiste, des fois même des actrices, se revendiquent de ton histoire, enfin viennent voilà, la paternité comme une idée. Mais dans cette période, tu me parlais de magazines artistiques, en quoi, qui ont d'ailleurs subi les foudres du système, mais en quoi ces magazines artistiques subissaient ça? Pourquoi en fait? En quoi ils étaient dissidents? Ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque, je te parle des années 70, c'était les moments les plus créatifs.
70 jusqu'à 85. Enfin, disons, juste avant le coup d'État et après les deux coups d'État, etc. Donc, juste 20 ans après la décolonisation. Oui, 20 ans après. Ouais. Bon, d'abord, c'était un mouvement francophone. La créativité au Maroc, essentiellement, au niveau artistique, n'était pas du fait des arabismes. C'était des francophones. Alors, soit des francophones, soit des gens de culture espagnole, la région de Nord, Tétouan, par exemple, pour les peintres, sculpteurs, etc. Et tu as vu ici au Maroc, à l'intérieur, il y avait toute la clique de, comment ça, Milcaria, Milleri. Oui, mais par exemple, quand tu dis de francophones, je suis d'accord avec toi, puisqu'on sortait du protectorat, donc évidemment, il y avait eu pendant des décennies une destruction de la civilisation, enfin de l'histoire, pour implanter une nouvelle histoire. C'est comme ça que ça se passe généralement dans les colonies. Mais par exemple, si tu prends le cas de Belkhaye ou de Ménétrie, c'était un retour vers les origines de leur civilisation. Oui, mais quand on voit le traitement graphique de Ménétrie... Mais à travers un parcours occidental. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils avaient une formation occidentale qu'ils ont eu accès à un certain savoir. Et c'est ce savoir qui les a poussés à ce retour, si tu veux. Et bon, on en parlait, par exemple, on ne peut pas imaginer le mouvement de Milleri, Chibab et d'autres. Sur le plan de l'art, ils avaient la théorie d'intégrer l'art au quotidien. Bon, pour retrouver ce qui était déjà dans l'artisanat, etc. Et ils ne se sont pas inspirés. Ils se sont inspirés du Bauhaus. Du Bauhaus, ouais. C'est par là. C'est le Bauhaus qui se définit d'ailleurs dans l'histoire du design comme un des tournants majeurs de l'histoire du design produit, puisque c'était la première fois qu'on faisait travailler des artisans avec des ingénieurs pour réfléchir sur le fonctionnalisme, mais en réfléchissant à un système intégrer l'art dans un système de procédés industriels pour optimiser le coût de fabrication. Donc c'était l'intelligence du produit au service du consommateur final. Mais seulement la différence. Avec des objets artistiques. Oui, mais la différence, comme tu le C'était les années 20. Comme tu le définis si bien, la différence avec ceux d'ici, c'est que, bon, comme tu le définis, toi, il y avait un travail, un binôme qui était en action. Il y avait les artistes et il y avait les industriels. Oui, les ingénieurs. Ce qui n'était pas le cas ici. Les gars, ils faisaient ça, ils disaient, voilà, notre culture, notre architecture, les mosaïques, etc., la poterie, le tapis, tout ça, regardez comment l'art était dans le quotidien. Voilà ce qu'ils disaient. Alors, ils avaient créé une revue qui s'appelle Souple. Et Souple, il y avait plusieurs composantes. Il y avait cette composante artistique qui s'est traduite par un numéro spécial sur les arts. C'est très célèbre, c'est un numéro extraordinaire sur leur théorie, sur leur manière de voir. Mais en même temps, il y avait dans ce truc-là des trucs politiques avec la Sarfati. Et surtout, Sarfati, c'était quelque chose de nouveau parce que c'est la première fois que moi, personnellement, j'ai lu l'article d'un juif défendant la cause palestinienne. Ce qui me paraissait absolument incroyable. Là, on est toujours dans les années 70, 80. Dans les années 70, 80. Je n'arrivais pas à croire qu'un juif pouvait être antisioniste. Et Sarfati, à cette époque, a écrit des articles tonitruants dans Souffle, dans cette option-là. En même temps, au niveau de l'écriture elle-même, c'est l'émergence de Tarab Julien. C'est l'émergence de nouveaux poètes qui ont essayé de prendre la langue française et de faire évoluer la langue française. Mais ils ont fait un apport à la langue française au niveau de la poésie, au niveau de l'écriture elle-même. Et c'est ça, cette revue Souffle. Mais en même temps, c'était une revue, tout le monde savait que tous les gars de Souffle étaient de gauche. Et lorsqu'ils ont commencé avec Sarfati, Labi, ils ont commencé à
à remettre en cause le système, le pouvoir politique, etc., etc., alors au revoir et merci beaucoup. Il y avait Derrick qui écrivait là-dedans. Il y avait là-bas aussi, on a théorisé le théâtre populaire. Quel genre de théâtre? Le théâtre inspiré de la halqa, comme on a introduit la halqa dans le théâtre, etc. Donc c'était ça ce creuset. Cette revue servait de revue pour théoriser ce qui se créait dans le domaine artistique. D'accord. Ça, c'est très important. Et donc, passons quelques années. 2000, Hassan Tani décède, Mohamed VI prend le pouvoir. Petit moment de flottement, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va devenir. Et là, on se retrouve avec une nouvelle génération. Cette nouvelle génération sont souvent de jeunes Marocains. Internet débarque. Ces nouveaux systèmes de communication. Tout le monde, toute cette jeune génération, ce que j'appelle la génération Y, dont je fais partie finalement, s'approprie ces nouveaux outils de communication, et aussi de communication, mais aussi d'accès à une forme culturelle, à différents types artistiques, etc., donc à de la connaissance. Comment vois-tu cette nouvelle génération évoluer? Ce qui est, j'ai l'habitude de dire que le passage du XXe siècle au XXIe siècle n'est pas le passage d'un siècle, un nombre d'années, etc., à un autre, mais le passage d'une civilisation à une autre civilisation. On a fini avec la civilisation de Gutenberg, pour entrer dans la civilisation du numérique. Ça a bouleversé complètement la planète. Ce sont deux civilisations complètement différentes qui amènent même au niveau des structures mentales de grandes différences. On ne réfléchit pas de la même manière lorsqu'on était un produit du XXe siècle comme maintenant. Lorsque je vois ta fille prendre sa tablette à l'âge de 5 ans et commencer à chercher ça, alors que moi qui suis le grand-père ai des difficultés à manipuler ce genre de choses, tu vois bien la différence au niveau des structures mentales et au niveau de la maîtrise de cette nouvelle civilisation. Et de l'accès à cette technologie. Ce sont les enfants de l'Internet, ce sont les enfants du numérique. Elle prend les photos, elle peut prendre les photos, elle manipule son téléphone portable, etc. etc. Donc, tu parlais de ça, il y a aussi quelque chose dont tu parles qui est intéressant, c'est que par exemple, si on prend le cas de la Corée du Sud, c'est exactement ce qui a fait qu'aujourd'hui la Corée du Sud se positionne comme un acteur privilégié, un acteur pas privilégié, extrêmement important économiquement dans le monde, alors qu'ils n'ont absolument aucune richesse j'allais dire naturelle dans le sol, de matières premières, de quoi que ce soit. Ils n'ont rien du tout. Et que la Corée du Sud ont vraiment valorisé la recherche. Et aujourd'hui, tous les écrans sont fabriqués chez Samsung, qui est une marque coréenne. Toutes les nouvelles technologies sont fabriquées là-bas. Et ils n'avaient tellement rien que finalement, ils ont valorisé la recherche. Et ils ont tellement valorisé la recherche qu'aujourd'hui, c'est un acteur fondamental sur le plan économique dans les nouvelles technologies. Donc c'est vrai que on devrait peut-être prendre ça comme exemple et se dire qu'aujourd'hui, la valorisation par la recherche de toutes les personnes qui font ce travail, qui sont ces cerveaux au Maroc, pourrait valoriser cette créativité. Je sais que par exemple au Bangladesh, ils ont des problèmes d'inondation. Et celui qui est en train de leur résoudre le problème, c'est un Marocain. D'accord. Un ingénieur. Et il a fait des découvertes absolument passionnantes. Et il est en train de trouver la solution au Bangladesh pour l'histoire des inondations. Et la Silicon Valley, il y en a plein. Dans les universités américaines, il y en a plein. Même à la NASA, il y a 2, je crois, Marocains qui travaillent dans la recherche, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi on crée, par exemple, cette histoire du Conseil des immigrés en France, où il y a les Belkacem et ainsi de suite,
Au lieu de créer des conseils où il y a des créateurs, où il y a des gens comme ça. Et ces gens-là, il faut les motiver pour qu'ils rentrent en bas. C'est le problème qui s'est posé en Espagne après la chute de Franco. Le pouvoir socialiste avait demandé au cadre espagnol de réintégrer l'Espagne. Avec comme base, ils seraient payés comme ils étaient payés à l'étranger et avoir des responsabilités. Et ces Espagnols ont retrouvé, sont revenus en Espagne et se sont mis au service de l'État. Au bout de 3 ans, ces mêmes chercheurs, etc., ont demandé à ce qu'ils ne soient plus payés que comme les Espagnols. Et donc, moi, je pense que dans ce pays, on peut le faire. Mais seulement dans ce cas, il faudrait aussi qu'on renforce la démocratie, la liberté de la créativité, que ces gens-là te disent, moi, si je reviens ici, je ne veux pas être embêté, je veux qu'on me laisse le droit de la créativité, etc. Prenons ton exemple. Tu as une bibliothèque. Moi, elle me fascine, ta bibliothèque. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un industriel marocain qui dit... Bon, la bibliothèque que j'ai dessinée, le meuble Zélie. Et comment les Marocains ne peuvent pas investir après, ça doit leur apporter de l'argent. Après, c'est différent. Moi, si tu veux, si tu prends mon exemple, je n'ai jamais subi... on m'a jamais brimé dans ma créativité. Bien au contraire, on m'a toujours soutenu dans la créativité. Maintenant, il n'y a pas eu... quand je dis soutenu dans la créativité, c'est-à-dire on ne m'a pas brimé, c'est-à-dire on ne m'a jamais limité, on m'a toujours laissé faire absolument ce que j'avais envie de faire sans me dire « ou ça c'est pas bien, ou ça c'est bien ». Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas eu forcément un soutien direct de l'État ou des ministères par rapport à la créativité. Et ce soutien direct, c'est vrai que les industriels qui seraient susceptibles de pouvoir... Je travaille avec des industriels marocains qui ont vraiment la volonté de faire bouger les choses, donc il est hors de question de dire que ça n'existe pas. Mais c'est vrai que s'il y avait un soutien de l'État et des ministères, une valorisation, d'ailleurs comme on peut l'avoir dans le monde occidental, hein, une valorisation de la créativité et du design, les industriels seraient moins frileux. Exactement. Il y a même des financements, c'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise, dans les pays occidentaux, dès lors qu'une entreprise fait appel à des designers, il reçoit un financement de l'État. Pour dire à quel point la créativité est valorisée, alors qu'ici, pas du tout. Il n'y a aucun soutien. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, lorsque je parlais de toi, ou des gens comme toi, je ne faisais absolument pas référence à la répression politique. Oui, pas du tout à ce oui, niveau-là. pas du tout. Je sais qu'à ce niveau-là, il y a une liberté presque totale. Vraiment, on ne fait pas embêter les gens parce qu'ils ont créé. Mais on n'encourage pas. Voilà. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont fait des découvertes absolument extraordinaires au niveau de l'industrie, au niveau de, je ne sais pas moi, des moteurs, des machins et des chouettes, et qui ont déposé des brevets, mais personne ne fait attention à ce qu'ils font. Par exemple, une banque comme Othman Ben et compagnie, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas se mettre dans cette niche économique. Pourquoi on n'encourage pas ces créativités? Et ça va finir par une chose très simple. Les gens vont trouver des financements à l'extérieur et on va encore vendre nos brevets et on va permettre à d'autres de s'enrichir sur notre dos. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que tu veux? Pour qu'il y ait ça, il faudrait qu'on ait dans un gouvernement des gens qui sont un peu ouverts sur le monde. Qui comprennent cet enjeu. Oui, et qui savent ce que c'est, par exemple, l'économie de la connaissance. Alors, on va parler de l'économie de la connaissance. Au PJD, c'est pas demain que tu vas être vendu. Le gars qui dirige l'enseignement est un psychiatre. Théodime, enfin, c'est quand même incroyable. Tu vois, ce sont des gens qui ne connaissent pas ces nouvelles sciences. On va leur parler des grandes découvertes ou de la nanotechnologie. Qu'est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. C'est ça notre faiblesse. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent actuellement n'ont aucun... Excuse-moi le terme, ils sont des analphabètes. Un analphabète scientifique. À part le Coran et ce qu'a dit le prophète, ça ne va pas plus loin. Les Atharites, les Tamassih et
et compagnie. Alors que si on avait des gens qui étaient plus ouverts à voir, le seul qui est un peu dans ce truc-là, c'est l'ennemi qui a un ministère de l'économie, je sais pas quoi. Lui, c'est pas, il est non partisan, il n'a pas dit en cas parti, hein, c'est le roi qui l'a fait appeler. D'accord. Belmokhtar, il est en train de revoir un peu le système de l'enseignement, c'est le roi qui l'a appelé. D'accord. Ce sont pas des gens Arnouch, qui est un industriel, c'est pas les partis, c'est le roi qui est. Tous ces gens-là, qui sont un peu créatifs, entre guillemets, n'appartiennent pas aux partis politiques. Donc parce que les partis politiques ne connaissent pas ce genre de choses. Donc il faut reconnaître aussi à Mohamed VI cette capacité c'est quand même je veux dire, d'aller vers une évolution en privilégiant des gens qui proposent des idées. Je ne suis pas, bien sûr, mais je dis qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire, on peut systématiser. Hein. La dernière fois, tu as la gentillesse de me faire écouter une conférence sur l'économie de la connaissance, et je suis resté complètement. Le gars, il a 28 ans, 29 ans, et il est à la Silicon Valley, un Algérien. Mais comment il explique ça lorsque tu vois ça, tu dis quand même, oh, ça va. Pourquoi nous, on a un complexe? Pourquoi on ne créerait pas un ministère de la connaissance? Comme les Iraniens, ils ont créé un ministère de la recherche scientifique. Alors nous, Comment expliques-tu cela? Qu'est-ce qui fait que... J'explique cela parce que nos élites politiques sont des analphabètes. C'est aussi simple que ça. Bon, après, il va y avoir un renouvellement générationnel. On sait que la moyenne d'âge du Maroc, c'est quoi? C'est 28 ans. Qu'il va y avoir un renouvellement générationnel, et peut-être que cette nouvelle génération Y, qui est née, qui a 30 ans aujourd'hui... Je l'espère. Tu es quand même... Il y a quelque chose qui ne va pas sur le soleil d'Allah dans ce pays. Lorsqu'on trouve des Marocains qui sont élus, par exemple, une fille présidente du Parlement hollandais, je crois, ou un truc comme ça, l'autre qui, je ne sais pas, député de je ne sais pas quoi, mais pourquoi ça ne se passe pas chez nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Je me demande si on devait demander à nos membres de notre cher cabinet ministériel combien maîtrisent l'ordinateur, je ne crois pas qu'ils seraient nombreux. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir un peu comment il, à part, ils s'insultent, oui, c'est vrai, ils excellent dans maîtriser Internet et les ordinateurs ne veut pas dire maîtriser les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup plus que les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais si tu veux, il n'y a pas. C'est qu'il leur manque, si tu veux, c'est la curiosité scientifique. Voilà. Et la curiosité de la recherche, la curiosité de l'invention, la curiosité de... Combien il y a de revues, par exemple au Maroc, concernant la créativité. Alors, il y a beaucoup de revues de décoration. Mais la décoration sous un angle aussi avec une valorisation de l'artisanat, ça il y a beaucoup. Il y a beaucoup de revues aussi sur la mode. Je sais que tous les revues féminins qu'il y a au Maroc valorisent énormément les jeunes créateurs mode. Je sais que mais c'est la créativité, leur portable. Oui. Tu vois, mais quand même, c'est quand même important. Je ne dis pas le contraire. Mais si tu veux des revues très spécialisées, non, il n'y en a pas. Et je n'ai pas encore revu. Je n'ai pas, peut-être que je ne sais pas. Je ne suis pas censé tout savoir. Il y avait une revue que publiait Mileti sur les arts plastiques absolument incroyable. Il n'y en a pas actuellement. Diptyque est une très bonne revue. Tu vois. Donc il y a toutes ces choses-là. Est-ce qu'on t'a, toi, invité dans les universités marocaines? Est-ce que moi? Oui. Une fois. Voilà. Dans les écoles d'art au Maroc? Non, jamais. C'est ça. Mais c'est souvent parce que en fait, je suis, si on me prend, parce que tu parles de moi, même si le sujet n'est pas moi, mais comme je fais partie des créatifs marocains. Non, pour moi, c'est un exemple. Oui, non, mais je fais partie des créatifs marocains, donc c'est totalement légitime. Mais moi, en fait, je suis vraiment, c'est-à-dire souvent, les étudiants demandent à leurs professeurs
de m'inviter pour faire des conférences. Il y a beaucoup d'étudiants, mais souvent les professeurs refusent. Alors après, refusent pour différentes raisons. Mais c'est plus, on va dire, une question d'ego, je pense. Oui, mais enfin, moi je veux bien qu'il y ait de l'ego, et partout il y a de l'ego. Mais leur patron, le directeur d'école peuvent oui, bien sûr. De choses. Il y a pas. C'est ça ce que je veux dire, c'est que faire venir combien de fois, par exemple, une émission de télé qui est consacrée à un créateur. On a vu, toi, souvent, à expliquer qu'est-ce que c'est la création et comment on fait la création et tout ça. Non. Mais par contre, ce qu'on trouve, ils vont te faire, il y a une émission extraordinaire sur la musique. Mais sur la musique, ils le font. Ou la laïta. Mais quand tu amènes des nouveaux groupes qui font de la recherche au niveau musical, voir comment faire évoluer une musique traditionnelle ou même pas, inventer une nouvelle musique électronique, on n'en a pas. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas cette envie, ce désir de s'inscrire dans le XXIe siècle et dans toute la chance d'un pays comme le nôtre. C'est de pouvoir mettre à profit cette technologie. C'est high-tech. C'est comme si on a décidé quelque part que le high-tech n'est pas fait pour des pays comme nous. Alors que c'est le contraire. Bien sûr. Parce que le high-tech nous permettra de faire des économies. Des économies de temps, des économies d'argent, etc. Il y a aussi, alors moi la question que je vais te poser, c'est justement, alors je sais qu'en Tunisie, il y a un mouvement artistique phénoménal qui n'est pas forcément plus soutenu qu'il n'est soutenu au Maroc, mais qui se développe justement dans les musiques électroniques, dans l'art graphique, c'est absolument incroyable. Mais il y a aussi, surtout, le Moyen-Orient et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, bon, alors, ils se sont rendus compte d'un petit peu l'erreur qu'ils ont fait en faisant le Guggenheim et le musée du Louvre, parce qu'ils ont importé le musée. Et là, ils se sont dit, ah, mais tiens, c'est un peu. Alors, il y a le Qatar avec le musée d'art islamique, qui est très intéressant, qui fait des choses très intéressantes. Mais dans les Émirats arabes unis, il y a le Design District. C'est-à-dire le Design District, qui est un département pour la valorisation du design et de la création industrielle. Ils sont en train de mettre des millions de dollars dans cette histoire pour faire en sorte que des personnes du Moyen-Orient qui valorisent la créativité de créateurs du Moyen-Orient. Parce que je pense que dans les Émirats arabes, ils ont compris des choses que le métal n'est pas éternel et que le gaz n'est pas éternel. Et qu'il leur faut un nouveau produit à commercialiser. Enfin, une nouvelle source. Et ça, ils ont compris qu'à ce niveau-là, s'ils devenaient un centre créatif, ben, il y aura des retombées financières et économiques. C'est ça qui est important. Pour ce qui est de la Tunisie, moi ça ne m'étonne pas. Parce que c'est l'historique de la Tunisie. Oui, c'est historique. Et la Tunisie a eu la chance de connaître un Bourguiba. C'est tout. C'est une évolution qui s'inscrit dans ce cadre-là. Ils ont par exemple, au théâtre, ils ont des écrivains très grands talents. Bien sûr. Au niveau, par exemple, au niveau du théâtre, de la tragédie. Alors que, par exemple, notre théâtre est resté confiné dans le folklore, c'est-à-dire le folklore, les contes, etc. Alors que lorsque tu prends, par exemple, le théâtre tunisien, tu as des pièces qui parlent par exemple, il y a un gars qui s'appelle Medani, qui a écrit 2 pièces absolument extraordinaires. L'une sur le procès de Hallaj, pourquoi Hallaj a été exécuté, etc. Et la deuxième, c'est une révolte très célèbre en Irak qui s'appelle Tawad Zinj. C'est la révolte des Noirs. Alors, pour la petite histoire, l'Irak avait importé énormément de Noirs à une époque pour travailler dans l'agriculture. Il les a amenés de l'Afrique. Ça, on ne sait pas du tout. Et un jour, ils se sont révoltés contre leurs exploitants. Donc, ils parlent de ces choses-là. Alors, au Maroc, on reste sur le halqa, le mjdoub, des choses comme ça. C'est très peu où on sort de ça. Alors, il y a aussi une chose, c'est que l'Iran
aujourd'hui, dans tout le monde, dans toute la région MENA, est quand même le pays qui se positionne le plus dans cette tradition, enfin dans cette tradition de la créativité, de l'innovation. Pourquoi ? Et dans quelle mesure ils ont compris que la valorisation de la créativité et de l'innovation était fondamentale. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes à l'international à cause de ça. Oui, parce que d'abord, on va pouvoir l'histoire. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai que tu viens. L'Iran, c'est la Perse. Et la Perse est millénaire. La créativité chez les Perses ne date pas de l'époque de l'arrivée de l'islam. Elle existait avant, et bien avant. Et donc il y a une tradition. L'art perse, le tapis perse, et ainsi de suite. Ce n'est pas avec la venue de Mohammed et de l'islam que ça a explosé. D'ailleurs, ceux qui ont fait la civilisation musulmane, à 80% sont des Iraniens. Tous les créatifs au niveau, les mathématiciens, comme par exemple, je ne sais pas moi, le Khawarizmi, qui a donné l'algorithme. C'est de là qu'il y a le mot. Le mot algorithme, il vient de Khawarizmi. Le Khawarizmi, il vient d'une région de la Perse. Et tu as énormément de gens qui ont joué un rôle très important. Surtout, ils ont joué un rôle important avec la venue au pouvoir au 9e siècle de la dynastie abbasside avec l'Imamoun. Le Mamoun, qui était le fils de Harun al-Rashid. Et Mamoun s'est ouvert sur le monde. C'est là où il a créé ce qu'on appelle la maison de la sagesse, où ils se sont mis à traduire tout le savoir de l'époque. À Bagdad. À Bagdad. Et où il avait appel, et ça aussi c'est très important, il avait appel à des juifs, à des grecs, à des chrétiens, à des musulmans, et tout le monde travaillait en symbiose. Donc c'est déjà l'ouverture absolument extraordinaire. Et donc c'est à cette époque-là. Mais les gens qui ont joué le plus grand rôle dans cette émergence de la civilisation musulmane, c'était les Perses. Ce n'étaient pas les chevaliers de nos campagnes. Hein, ils étaient plus rares. Ou alors les gens qui venaient d'Asie, hein, de Bukhara, etc. etc. Donc la Perse, c'est quelque chose de normal, si tu veux. Et on ne peut pas être surpris. Mais alors, je dis ça, mais nous on a eu l'Andalousie. Deuxièmement, c'était aussi une période. La Perse aussi, il faut, pour la créativité actuelle, c'est un régime chiite. C'est un régime chiite au niveau religieux. Et les chiites, ce n'est pas les sunnites. Les chiites sont beaucoup plus ouverts au niveau de la créativité. Hein, c'est le seul pays où on peut changer de sexe. C'est l'Iran. Hein, et les ayatollahs ne sont pas aussi obtus qu'on le croit. En tous les cas, ils sont beaucoup moins obtus que nos savants sunnites, qu'on considère comme les savants de la cour. On dit que dans le monde sunnite, tous les savants, ou presque, sont au service des sultans. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça qui fait que l'Iran, actuellement, est un pays qui est ouvert, un pays qui s'enrichit. Actuellement, ils ont 2 millions d'étudiants. 60% de ces étudiants sont des femmes. Ils ont créé, comme je disais tout à l'heure, un ministère de la recherche. Les universités, ils jouent un rôle très important au niveau de la recherche dans tous les domaines scientifiques. Ils donnent actuellement une importance, vraiment une importance spéciale à la nanotechnologie. Ils travaillent énormément là-dessus. Ben, dis-moi, dans le pays arabe, où nous en sommes. Oui, mais nous, alors, bon, tu fais une opposition entre les Arabes et les Perses, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de mélanges qui ont été faits, mais on a eu la période à l'Andalouse. Oui, mais l'Andalousie, ça n'a pas été longtemps. Hein. Oui, mais lorsque les Almohades ont pris le pouvoir, ils ont réglé le compte à Ibn Rushd. Et
lorsqu'ils ont assassiné culturellement Ibn Rushd, ils ont fait foirer toute la civilisation, une partie de la civilisation musulmane, parce qu'on est sorti de l'âge de raison. Parce que Ibn Rushd est arrivé avec la rationalité, avec une vision très rationnelle, ce que l'Occident a pris à son compte et a décollé. Alors que nous, on a considéré que Ibn Rushd, les théories d'Ibn Rushd étaient de la mécréance, et qu'ils ont brûlé leurs livres ici à Marrakech. Hein, et le roi Al-Mohad de l'époque a pris le père Ibn Rushd et il l'a foutu dans un village et exilé jusqu'à sa mort. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est vrai qu'il y a eu, mais même cette période andalouse, qui était très, très créative, elle était pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine liberté politique. Oui. Parce qu'il y avait en même temps ce qu'on a trouvé à l'époque du Mamoun, c'est-à-dire Maïmonide a vécu en même temps que Ibn Rushd. Oui. Donc il y avait les Juifs, les Arabes, les musulmans et les chrétiens, tout le monde travaillait ensemble. Oui. Et donc c'est si tu veux se creuser multi-religieux ou la multiraciale, la multi comme tu veux, qui a permis les inventions au niveau, par exemple, lorsque tu parles de créativité au niveau de l'Andalousie, les inventions qu'ils ont faites au niveau de l'irrigation, les systèmes de l'irrigation. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a même des trucs qui sont encore aujourd'hui utilisés. Tu vois, l'architecture, l'art des jardins. Non, vraiment, ça a été une période très créative. Mais pourquoi? Parce que d'abord, c'était une stabilité politique très importante, parce que les rois étaient des mécènes, parce qu'ils prenaient sur leurs ailes les créatifs, etc. Et parce que les gens qui étaient au pouvoir, par exemple, Ibn Rushd a exercé du pouvoir. Il était le grand cadi. C'était aussi des savants en théologie, ou là en philosophie, en maths, en médecine, des médecins aussi. Et en même temps, des créatifs, tu vois. Ce qu'on ne trouve pas maintenant. Et justement, alors tu dis on ne le trouve pas maintenant, mais comment vois-tu l'avenir de la créativité et de l'innovation au Maroc? Si on fait une boucle, parce qu'on a commencé par le Maroc, il y a quand même... comment tu vois cette évolution et cet avenir de la créativité au Maroc? Moi, je suis très optimiste. Contrairement à ce qu'on raconte dans ce pays. Moi, je suis très optimiste. Moi, j'ai toujours cru que cette jeunesse dans ce pays allait changer ce pays. Bien avant le 20 février, je disais, rassurez-vous, cette jeunesse va bouger. Elle va bouger. Vous dites qu'elle est apolitique, elle n'est pas apolitique. Seulement, elle refuse la politique qu'il y a actuellement. Elle ne se retrouve pas dans cette partie. Ce ne sont pas il n'a pas un terrain d'accueil, des structures d'accueil, et ils ne réfléchissent pas de la même manière. On ne peut pas poser un but qui règne et un autre qui se balade avec, qui émerge de Y. Ça n'a rien à voir. Comment veux-tu parler? Il parle pas de dialogue. Et dialoguer sur quoi? Donc, et cette génération, c'est celle qui a donné le 20 février. Et ce qui est important, c'est que le 20 février, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené un bond au niveau politique. C'est parce qu'il y a eu le 20 février qu'il y a eu la nouvelle constitution. Qui est, alors que lorsque les jeunes du 20 février étaient dans la rue et réclamaient une nouvelle constitution, tous les partis politiques marocains disaient qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'aventurisme. Le Maroc n'a pas besoin d'une nouvelle constitution et ça doit être discuté avec le roi et ce n'est pas le moment de poser ce problème, etc. Eh c'est le contraire qui s'est posé. On a demandé une nouvelle constitution, ça a duré ce qu'a duré. Le roi a vu comment les choses allaient, il a eu l'intelligence de dire bon, moi je ne vais pas aller à contre-courant, je lâche du lest. Il a écouté cette jeunesse. Il a écouté les revendications, ça allait d'abord de la pérennité du régime. Il y a aussi un calcul froid politique parce que je n'ai pas envie d'être emporté par la vague. Je n'ai pas envie de connaître la même chose qu'en Syrie ou là. Mais il s'inscrivait déjà dans cette démarche depuis il était très réticent au niveau de la réforme constitutionnelle.
Il était très réticent. Mais cette action a permis de dépasser. Et je pense que cette jeunesse qui a fait ça va faire autre chose. Je crois que l'élite actuelle politique, elle va disparaître. C'est fini, même par le jeu de l'âge. Hein. Mais je crois ce qu'il y a, c'est qu'il y a une émergence d'une jeunesse qui va penser les choses autrement. Moi, lorsque je fais des conférences, les gens viennent me voir, les jeunes, en me disant, mais dites-nous ce qu'on doit faire. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et je dis non, moi, j'ai jamais demandé aux gens ce que je dois faire. Trouvez en vous-même ce qu'il faut faire. Parce que je ne fais pas partie de votre génération. Parce que les problèmes auxquels vous êtes affrontés ne sont pas mes problèmes. Moi, j'avais le Masri comme adversaire. C'est localisé. Vous avez la mondialisation. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te poser la question parce que cette histoire du 9 février, c'est là où ça devient un petit peu tendancieux. C'est qu'il y a beaucoup de financement d'ONG internationales de cette créativité-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements créatifs au Maroc qui sont financés par des institutions. Mieux. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu délicat parce que souvent on se retrouve dans des situations où voilà. Mais je suis tout à fait. Il peut y avoir une manipulation. Les Américains financent à mort. Bah, c'est pas mort. Mais, je te donne un exemple. Par exemple, si on prend le Maroc contemporain. Donc, il a été condamné. 300 millions de centimes pour le journal. Pour le journal. Les Américains lui ont offert 1 milliard d'aide. 1 milliard. Et tu continues à publier le journal. Il a refusé. Vous savez, de quoi payer 3 fois plus. 3 fois plus. Là, il a refusé de le faire. Donc, les Américains financent en soi-même beaucoup de choses dans ce pays. Il a refusé de le faire, mais après, il est parti vivre aux États-Unis. Il pense professeur d'université. Oui, je pense aussi que Soros a joué un rôle, comme il a joué un rôle dans les pays, comment on appelle, les révolutions roses, je ne sais pas quoi. Orange, Orange, etc. D'ailleurs, le symbole est le même. On utilise ici la main. La main, le point levé. Le point levé. Et ça, c'est un truc typique de cette. Donc, les Américains ont intervenu. Mais je pense qu'il faut que le pouvoir. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence. Si je résume un petit peu ce que tu dis, c'est que l'intelligence du pouvoir, enfin, de la monarchie actuelle, donc du pouvoir, tout simplement, ce serait, pour jouer un vrai rôle géopolitique actuel, que ce soit national et international, ce serait de ne pas laisser la place au lobby de Soros et toute la clique de financer cette créativité et cette innovation, mais de vraiment chercher à valoriser de l'intérieur cette créativité et cette innovation pour faire face justement et permettre le développement. Et même si tu veux, il fait de grands projets, oui. Il y a le truc du Tanger, oui, le grand port. Mais il y a aussi le Maroc qui se développe sur le plan énergie renouvelable avec. C'est phénoménal. Il est actionnaire dans une très large. Mais c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. C'est le long terme. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je l'ai écrit, j'ai défendu ça. J'ai dit, je sais comment c'est financé, mais il n'y en a rien à cirer, parce que ça va permettre à mon pays, en 2030, d'avoir 50% d'indépendance énergétique. Et en plus de l'énergie solaire. Oui. C'est-à-dire qu'il développe une technologie en même temps. C'est-à-dire que ces panneaux solaires sont montés et assemblés ici. Il y a un transfert de savoir-faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis, bon, je sais comment c'est fait, je sais ce qu'il y a derrière, mais je m'inscris dans le long terme. Je ne vais pas continuer à dire c'est parce qu'il a fait ça, je ne dois pas faire ça. Exactement. C'est comme Hassander lorsqu'il a construit ses barrages. Ces barrages, tout le monde a dit qu'il était fou. C'est vrai qu'il y a eu des magouilles parce que les propriétaires, ils ont acheté des terrains qui étaient à côté des barrages qui étaient désertifs. Donc, ils ont acheté avant la construction des barrages, etc. Mais tout ça, tout le monde le sait. Mais on s'en fout. Mais ils sont là aujourd'hui. Et ces barrages permettent au Maroc d'avoir une suffisance au niveau de la richesse de l'eau, ce qui est important. Moi, ce que je dis, il faudrait que, malheureux à dire, mais je suis obligé de le dire,
il faudrait que le roi donne plus d'importance à ce domaine de la créativité. Donc vraiment surtout qu'il bénéficie d'une jeunesse absolument. D'une jeunesse, une jeunesse qui est essénée à travers le monde. À travers le monde. Et qui porte son discours en fait. Et qui est prête à porter son discours. Voilà, exactement. Qui est prête à porter son discours. Parce que les gens qui sont à Harvard ou à MIT ou whatever dans ces choses-là, ce ne sont pas des gauchistes à s'emballer avec des Kalachnikov. Non, puis en plus, ils demandent un minimum. Un minimum de liberté et de garantie. Et donc, moi, il serait bien inspiré de créer au niveau étranger je sais pas, comme on appelle, des associations, je sais pas quoi, de créateurs, etc. Et de faire en sorte de faire revenir, ne serait-ce que par étape, que par épisode, ces gens qui sont, ces brains qui sont à l'étranger, de faire venir dans ce pays. Même sur des missions. Même sur des missions, ils ne sont pas obligés qu'ils viennent s'installer définitivement, qu'ils en fassent, par exemple, des intervenants dans les universités, qui viennent faire des séminaires, des conférences, des workshops, etc. Moi, je crois que ça, il peut le faire. Et avec un gars comme Blumta, même moi, personnellement, je ne le pense pas, mais je m'en fous éperdument. Mais un gars avec Blumta, il est posé parce que Blumta, il est francophone. Et tu sais, il s'est fait épingler par le Premier ministre en plein Parlement. Pourquoi il lui a dit, pourquoi tu es revenu à l'utilisation de la langue française dans le domaine scientifique? Devant tous les députés, en lui disant, ben, si le roi avait voulu, c'est à moi qu'il se serait adressé parce que c'est moi qui l'a choisi pour être Premier ministre. Donc, tu as la regardé en disant, une semaine après, le conseiller du roi, Aziman, faisait une conférence en disant, il n'y a pas d'échappatoire, il faudrait que les domaines scientifiques seront mis en marche. Alors, j'entends exactement ce que tu me dis sur cet enjeu. Alors moi, il y a une chose qui m'intrigue parce que je suis confronté à ça souvent. Donc c'est une question que je vais te poser parce que ça fait partie de cette logique de la créativité, de cette projection de la créativité et de l'innovation comme un levier économique, idéologie politique très important pour comme le Maroc. Source d'enrichissement. Ouais, d'enrichissement, bien sûr. Comme source d'enrichissement. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Tu vois, moi, je suis d'une mère marocaine et d'un père français. Donc, j'ai une double nationalité. J'ai un nom de famille marocain, un nom de famille français. Et j'ai des fois des dialogues avec des berbères, enfin, les berbères, pour moi, on est tous marocains, mais qui se revendiquent berbères, etc., etc. Et je sens qu'il y a quand même des tensions ethniques au Maroc qui mobilisent dans cette jeunesse, hein, qui sont pas encore bien, tu vois, qui vient pas encore mettre des bâtons dans les roues, mais quand même. C'est-à-dire une espèce de cette tension ethnique qu'il peut y avoir, comment toi tu la visualises et comment on pourrait la dépasser pour qu'il y ait une création marocaine avec tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire dans son histoire, malgré bien qu'il y ait eu des tensions à certains moments, c'est vrai, entre différentes ethnies. Je suis pas du tout en train de nier une histoire, des événements historiques. Je renie absolument pas ça. Mais je dis à un moment donné, ces événements historiques pour lesquels nous, jeunes générations, on n'est absolument pas liés, restent quand même ancrés dans certains crânes et font qu'aujourd'hui, il peut y avoir ce conflit entre ces différentes ethnies. Donc déjà, toi, comment tu perçois ça et comment tu le vois et comment on pourrait dépasser ça pour évoluer dans cette créativité, dans cette innovation qui n'a pas finalement d'origine ethnique. D'abord, il me semble nécessaire d'apporter un éclaircissement. Cette histoire de berbère, etc., c'est le fait d'une élite. Ce n'est pas le problème de la grande masse des berbères au monde. Hein,
C'est pas le monde berbère qui est en révolte. Donc, c'est plutôt une élite qui veut retrouver quelque culture, etc., ce qui est légitime. Parce qu'il est légitime, et on n'a pas à dire que le Maroc, sa culture, c'est une culture arabe. C'est absolument faux. Nous sommes un creuset où il y a plusieurs cultures. Il y a la culture berbère, il y a la culture arabe, il y a la culture sahraoui, il y a la culture africaine, il y a la culture juive, il y a la culture gréco-romaine. Exactement. Donc nous sommes le creuset de tout ça. Et donc il faut qu'on assume cela, il faut qu'on arrête de dire la culture arabe au Maroc. Voilà, lorsque tu prends par exemple la map Maghreb Arabe Presse, moi je trouve ridicule. D'ailleurs, je l'appelle la map Makhzen Arabe Presse. Donc, ça, je crois qu'il est légitime, que ce soit pour un berbère, ou un arabe, ou un juif marocain, de dire j'ai droit à ce que ma culture. Ce qui est important, si tu veux, un des apports de M6, c'est d'avoir intégré ça dans la Constitution. C'est une innovation de très grande portée que dans notre Constitution, on dise que nous sommes un pays arabe, berbère et juif. Et que ces trois composantes sont les composantes de notre marocanité, si tu veux. Ça c'est une grande révolution qu'a apporté Mohamed VI. Parce que ça n'existait pas dans les autres constitutions. Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas non plus que ces élites tirent trop sur la corde. À en faire aussi une vision d'exclusion. Il y a nous avons été à tel âge et à telle époque maltraités. Oui, mais nous sommes encore responsables de cette histoire-là. En quoi nous sommes responsables? Donc, à mon avis, il faut qu'on assume notre dimension berbère dans toutes ces composantes, au niveau linguistique, au niveau des arts, au niveau de l'expression, notre patrimoine juif aussi. Et sahraoui aussi. Sahraoui. Oui, et africain. Ouais, bien sûr. Gnawa ne sont pas venus ils ne sont pas venus de Suède, hein. Ils sont venus de la Guinée. Donc tout cela, on peut le faire. Ce dont j'ai peur, c'est que ces mouvements-là peuvent être manipulés et utilisés par d'autres, surtout, disons-le carrément, par les sionistes. Actuellement, il y a un problème. Il y a des gens dans ce mouvement berbère qui te disent non, on est comme les Juifs, on n'a rien à voir les Palestiniens qui se foutent, les Israéliens ils ont raison, etc. Ça devient grave. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a un mouvement sioniste qui s'est infiltré chez les... À mon avis, oui. D'accord. À mon avis, oui. D'ailleurs, ils sont invités, ils partent en Israël, ils sont reçus comme des héros, etc., etc. Et même, je crois, à l'université hébraïque de Jérusalem, enfin, l'université hébraïque, ils ont un département spécialisé dans les mouvements berbères. D'accord. Et donc, c'est comme ils ont des spécialités dans, par exemple, les populations alaouites en Syrie ou chrétiennes au Liban. Donc, parce que les sionistes, ils jouent sur faire atomiser le monde arabe, faire atomiser tous ces gens-là en petits États. Donc, on fait une digression, mais c'est quand même intéressant. Pourquoi? Quel est le but pourquoi les sionistes veulent absolument atomiser pour qu'il n'y ait jamais, pour qu'il n'y ait jamais une puissance capable de remettre en question leur crime, d'avoir envahi un pays et d'avoir détruit un peuple. C'est aussi simple que ça. Moi, j'apporte juste une précision. Moi, je me suis battu pour la Palestine, je me suis engagé pour la Palestine. Je ne l'ai jamais fait pour des motifs religieux. Pour moi, c'est un pays... Tu n'as jamais rien fait pour des motifs religieux. Tu as toujours fait pour des motifs... Non, mais juste une précision. Oui, bien sûr. Juste une précision. Pour moi, c'est un problème de colonisation. C'est un problème politique. Voilà. Ils ont colonisé un pays. Ils ont fait ce qu'ont fait les Américains aux États-Unis.
Mais ils sont pas arrivés à détruire tous les Palestiniens. L'Europe, eux, ils ont ratiboisé les Indiens. Les Américains, tu veux dire, ont ratiboisé les Indiens. Ah oui, les Américains, enfin les Européens. Oui, bien oui, parce que c'est... Qui se viendra des Américains, oui. Donc ils ont ratiboisé, c'est les Allemands, c'est les Hollandais, c'est les Anglais, etc. La conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest est possible. Il n'y a de bons Indiens que l'Indien mort. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire pour la Palestine. Donc, si je me bats, c'est juste parce que c'est un problème de colonisation. Alors, on revient au sujet. Moi, c'est pas ça qui... Bien sûr, on revient au sujet qui est celui de dire, alors, certains mouvements sionistes, enfin, le sionisme a intégré certains mouvements... Pas intégré, non, idéologique. Je ne veux pas non plus accabler. D'accord. Mais ils essayent d'instrumentaliser. D'accord. Ça, ils essaient de mettre à profit des trucs. Et ces berbères, un peu, ils exagèrent. Et, par exemple, moi, un jour, ils ont décidé de me remettre une médaille à mon berbère. Parce que toi, tu t'es battu, d'ailleurs, tu t'es défendu. Battu pour ça. Tu peux nous en parler rapidement, juste pour que les auditeurs... Bon, il y a 20 ans, 25 ans, je me suis battu pour cette histoire-là. Surtout que j'étais dans un parti qui ne portait pas les berbères dans son cœur. C'est le Stirlet. Ils avaient des problèmes. Ou alors, on leur a prêté des problèmes, je ne sais pas quoi. Et un jour, dans une conférence en plein public, j'ai dit, je présente mes excuses à mes frères berbères en disant qu'à le Stirlet, nous avons été injustes avec vous. Bon. Et donc, depuis, je me suis battu et surtout, je me suis battu pour ce concept comme quoi la culture, c'est une culture marocaine, c'est pas une culture arabe. Il faut. Et alors, voilà, ces jours-là qui m'invitent pour me remettre une médaille, etc. Je dis pas non, j'arrive, moi qui ne connaissais pas un mot berbère, toute la cérémonie s'est passée en berbère. Et je trouve qu'on y va un peu fort. Vous invitez un type qui ne connaît pas la langue, et tout le monde fait des discours soit en français, soit en berbère. Je trouve ça, je n'ai pas voulu faire d'esclandre. J'ai pris mon certificat de bonne conduite et je me suis carapaté, mais tu vois, il ne faut pas pousser non plus. Parce que s'ils continuent dans ce truc-là, ils vont se mettre à dos toute la composante arabe dans ce pays. Et qu'on le veuille ou non. Les berbères dans ce pays représentent, je crois, 25% de la population. Ah bon? Actuellement. Et alors les 74%, c'est des Arabes. Et ça, je te donne le chiffre qui est donné par l'État marocain. Donc des statistiques, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors est-ce qu'on peut vraiment, je te renvoie une question qui ceci dit, il y a une injustice, je ne veux pas du tout. Il est inadmissible, par exemple, dans des régions dans ce pays où on ne parle que le berbère, à l'hôpital, il n'y a pas des gens qui parlent berbère. Oui, parce que ça va dans les deux sens. Oui, ça veut dire quoi? Ou alors, arrive à cette aberration, le type il se présente devant un juge, il commence à lui parler le juge, l'autre il répond en berbère, il lui dit pourquoi tu ne sais pas l'arabe? Il dit non, moi je viens de la montagne. Il dit bon alors, je te donne d'abord 6 mois de prison pour apprendre l'arabe. C'est aberrant. Oui, il y a des aberrations. Il y a des aberrations. Il y a des régions en Maroc où on ne parle pas l'arabe. Mais aujourd'hui, puisque le berbère, etc., a été intégré à la Constitution, ça ne peut plus arriver. Ça fait partie de la Constitution. À l'époque, ça pouvait, mais aujourd'hui, ça ne peut plus. Oui, mais tu sais, c'est pas parce qu'il est reconnu comme étant. Oui, mais c'est pas parce que la loi dit que tous les enfants marocains doivent être scolarisés qu'ils le sont. Alors après, il y a une différence entre ce qui est inscrit dans le texte et ce qui se passe dans la réalité. Je te poserai une question sur cet élément ethnique. Parce que tu dis 75% d'arabes et 25% de berbères, donc il y a différentes ethnies, mais là, tu fais sommairement les chiffres. Mais en fait, si tu veux. Je ne suis pas sûr des chiffres. Bien sûr. Mais en fait, si tu veux, la chose, c'est que on sait très bien qu'il y a eu des mariages entre. Pardon, le micro était coupé. On sait très bien qu'il y a eu des mariages entre berbères,
arabe, etc. Et que ces enfants qui sont nés, à part le nom de famille, qu'est-ce qui fait la différence entre un berbère et un arabe au Maroc? J'ai l'impression qu'on est tous marocains, quoi. Oui, on est tous. Là, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est le fait que ces mariages, ce sont des mariages dictés par des conditions économiques. Ce sont les familles riches qui se marient entre eux. Tu vois, pour ne pas discorder. Par exemple, prenons un cas précis. C'est celui du ministre actuel de l'agriculture, Arnouch. Il est marié une alaouite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça qui existe. Des mariages dictés par parce que les berbères sont devenus, je crois qu'actuellement, au niveau marocain, des grandes richesses sont berbères. La région d'Agadir, etc. Ce sont maintenant des grosses fortunes. Et ça, ils sont très pudiques, pas du tout ostentatoires. Mais ils ont une puissance économique. Ils sont devenus une puissance économique. Donc, à mon avis, il faut dépasser ce genre de choses. Il faut vraiment dépasser parce que si la grande masse commence à être à l'écoute de ces choses-là et qu'elle adhère, alors là, on va vers une implosion de ce pays. D'autant plus. Ce qui serait catastrophique. Oui, d'autant plus que même les Amazirs, ce n'est pas monolithique. Oui, bien sûr. Tu as le Rif et tout ça. La langue rifaine n'est pas comprise par la langue du Moyen-Atlas. Le souci, ils ont le souci. C'est déjà au niveau même de la composante berbère, là, elle est plurielle. Alors, si tu devais te tourner vers cette jeune génération, issue de différentes ethnies, marocains, tous marocains, même, parce qu'en fait, on ne parle que, là aujourd'hui, de berbères, de marocains, d'arabes marocains, de juifs marocains, mais il y a aussi marocains français, américains, canadiens, etc., etc. Donc, si tu devais leur parler directement en parlant à cette jeune génération qui ont vu, malheureusement, ça c'est une réalité, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire qu'ils ont vu leurs parents souffrir justement d'une attaque directe. Moi je sais que, ayant discuté avec plusieurs personnes de différentes ethnies, ils ont vu leurs parents souffrir à l'époque de Hassan II qui les avait mis complètement sur le banc et ne leur donnait absolument aucune... Et surtout le Rif. Le Rif, voilà, c'était abominable cette période-là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que de cette nouvelle génération qui arrive et qui prendra le pouvoir à un moment donné, enfin quand je dis prendra le pouvoir, sera nommé ministre, fera partie du gouvernement, cette nouvelle génération qui est là. Et à ce niveau-là, il faut reconnaître une chose. Le critère ethnique n'a jamais été un critère au niveau des fonctions. Ah oui. N'a jamais été. C'est-à-dire, tu es berbère, tu ne travailles pas, tu n'acceptes pas un poste. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, en Arabie Saoudite, si tu es chiite, tu n'auras pas accès à des postes de tu parles de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes, du Qatar, du Koweït. Là où il y a des chiites, si tu n'es pas sunnite, etc., encore une mais même pas. Enfin, comme moi, je veux dire, il faut que tu sois 100%, ça veut dire 100% poétique. Donc, dans ce pays, on peut être ministre et noir, on peut être ministre berbère. Et si tu prends le gouvernement actuel, le ministre, par exemple, de l'enseignement supérieur, il est berbère. D'autres. Non, mais bien sûr. Mais si tu devais parler à ça n'a jamais été un critère. Ouais. Par exemple, au Liban, le chiite, c'est par quota. Ici, il n'y a pas de quota. D'accord. Et il faut dire aussi que Hassan II a joué un rôle très important là-dessus. C'est-à-dire qu'il a permis aux élites, nonobstant leur appartenance ethnique, d'accéder au pouvoir. Il a, si tu veux, il a mis fin à la mainmise de la composante fessique. Hassan II, ça, il l'a fait. D'accord. Et il faut le reconnaître, etc. Il a créé des associations régionales, par exemple l'association de Rabat, etc., qui ont permis de faire venir les élites des différentes ethnies. Et donc, ça a été un brassage. Ce qu'il faut dire à ces gens-là,
Ce n'est pas où nous vivons ensemble, où personne ne va venir. C'est aussi simple que ça. Ou alors on va mettre de côté ces conneries, et on va dire que nous sommes d'abord marocains, après je suis berbère, après je suis arabe, après je suis... Tu fais ce que tu veux, à la limite, on s'en fout. Tout ce que tu veux, on s'en fout, que tu sois français, que tu sois juif, ou tu ça, on n'en a rien à cirer. On est marocains. On est marocains d'abord. Ou alors on accepte ça, et on se dit c'est une œuvre commune, et on se met, on repose les manches et on travaille, ou alors personne de nous ne va survivre. Ce pays va être atomisé, ce pays, on aura la République d'Irif, on aura la République de l'Chaouia, on aura la République du Moyen-Atlas, on aura la République du Sahara, on aura la République de l'Oriental, et si on est fini de ce pays et de son unité. Notre richesse, c'est notre différence. Il ne faut pas que cette différence soit notre tombeau. Merci beaucoup, et merci Khalid pour cette interview. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt.